Donc bonjour, nous sommes un petit groupe de premiers scientifiques intéressés par la géologie et pour aborder le sujet, nous avons choisi l'or car il fait souvent l'actualité en Guyane. Nous avons donc monté une petite société de prospection minière, Prospector, dont je suis le Communication Manager. Moi c'est Héloïse, je suis la responsable HSE, donc de l'environnement et de la sécurité. Moi c'est Jenny, je suis la directrice financière. Loïc, je suis géologue. Et moi, c'est David Boussier, je gère la logistique de l'équipe. Le premier point sur lequel nous allons nous pencher sera l'histoire de l'or en Guyane. Donc, l'explorateur Paulin a découvert l'or sur les criques Arataï et Aïkoupaï en 1855 dans la région du Haut-Aprouaï. L'exploitation s'est poursuivie vers Saint-Élie avec Élie Vitalo, qui, fait intéressant, s'est fait accaparer toutes ces terres par son frère, Théophile Archange. Mais tu veux dire qu'il lui a piqué tous ces terrains? Oui, Oh le salaud! Théophile avait un domaine agricole sur Montabo où se situe le lycée Melchior. C'est extraordinaire. Enfin, nous avons pu visiter une drague sur Saint-Élie. L'exploitation s'est ensuite poursuivie vers la région de Mana, puis de Camopi pour enfin finir dans la région de Linini. Mais en gros, t'as pas remarqué quelque chose? Non. Mais si, regarde, tous les sites dont tu viens de nous parler se trouvent sur la formation géologique, ici colorée en vert, qui correspond à la ceinture des roches vertes. Incroyable. Il nous faut l'avis d'un spécialiste. Pour simplifier, il y a donc deux différents types de roches. Les roches roses-orange, qui sont ici, composées essentiellement de granit et de gneiss, et les deux ceintures de roches vertes, qui sont composées de roches métamorphiques d'origine volcanique et sédimentaire. Nous avons ici quelques échantillons de chacune de ces formations. Un échantillon de granit, facilement reconnaissable à ces deux principaux minéraux. Ici, un feldspath de couleur blanc laiteux et en forme de plaquette, et du quartz que nous avons ici. Ce minéral est facilement reconnaissable à sa dureté très élevée, ce qui fait qu'il peut rayer le verre, et aussi au fait qu'il n'a aucun plan de clivage. Nous avons ici un granit dont les minéraux sont orientés, dû au fait que la roche a été écrasée, ce qui fait de lui un gneiss. Ici, une roche de la ceinture de roches verte d'origine volcanique. Ces minéraux sont également orientés. Ce sont principalement des feldspaths et des minéraux noirs en baguette appelés amphiboles. Pour conclure, il faut savoir que toutes ces roches se sont formées il y a environ 2 milliards d'années, dans un contexte de subduction avec collision et coulissage. Merci, monsieur le géologue, pour cette explication. Mais j'aimerais vous demander quelque chose. Pourquoi il y a de l'or dans celui-là et pas dans le granit? Pour être plus exact, l'or ne se trouve pas à l'intérieur de ces roches, mais à l'intérieur de filons de quartz qui vont s'infiltrer à l'intérieur de ces roches. On s'est rendu sur la ligne Boulangie, située à peu près ici, et on en a extrait quelques échantillons de quartz. On s'est rendu compte que le quartz était assez gros. On en a déduit qu'il n'était pas d'origine magmatique, mais plutôt issu d'un fluide. Il faut savoir aussi que le quartz, c'est de la silice. On en a donc déduit que le quartz était en réalité un fluide riche en silice. On a aussi retrouvé de la pyrite. La pyrite, c'est du sulfure. Le sulfure est un indicateur de présence d'or. Pour conclure, l'or se trouve dans un fluide riche en silice et en sulfure qui va remonter des profondeurs d'un magma, du manteau, vers la surface de la Terre. Effectivement, nous voyons bien que le granit est une roche compacte avec des éléments jointifs, difficile d'imaginer un fluide la transpercer. Alors que cette roche, nous voyons qu'elle est plus fragile que le granit, et sur cet échantillon, nous voyons bien les filonnets de quartz la transpercer. Elle est donc perméable au fluide aurifère. Pour conclure, nous cherchons l'or dans les deux ceintures de roches vertes, puisque c'est des bons encaissants pour les fluides aurifères. Si j'ai bien compris, il y a de l'or partout dans cette ceinture. Mais non, ce serait trop facile. Alors comment on fait pour le trouver précisément? Il faut prospecter. On commence par cibler un secteur qui nous semble favorable parce qu'il est traversé par des failles importantes par exemple. Une faille est une cassure qui se produit dans des roches soumises à des contraintes. Un coulissage par exemple, c'est donc une structure dans laquelle les fluides aurifères peuvent circuler facilement et s'y figer sous la forme d'un filon de quartz. Mais ce filon n'est pas visible en surface, si? La plupart du temps, il ne l'est pas et on doit donc le trouver indirectement. Mais il peut affleurer partiellement et avoir été érodé sous la forme de morceaux de quartz que l'on retrouvera dans les cours d'eau circulant à proximité. Si ces morceaux sont anguleux et peu érodés, c'est que le filon est proche. S'ils contiennent de la pyrite et de la tourmaline, c'est bon signe. Le filon, s'il contient de l'or, enrichira le sol qui le surplombe en or
Et c'est pourquoi on réalise des analyses géochimiques du sol, comme celles qui ont été faites par le BRGE. Par exemple, dans la zone de Saint-Élie, on observe de nombreuses anomalies positives en or. Allons vérifier sur place. Une fois sur site, on réalise une étude de terrain minutieuse, puis on effectue de nouvelles analyses géochimiques plus resserrées afin de localiser le filon avec précision. On réalise ensuite des forages pour le suivre en profondeur. On peut ensuite le dégager en déblayant le sol qui l'entoure avec des pelleteuses, mais ce n'est pas terminé. On procède à un échantillonnage du filon lui-même et de son encaissant, dont les analyses en laboratoire nous permettront de vérifier sa teneur en or. Et comment se passe l'exploitation? Au moyen de pelleteuses, le filon est alors débité en blocs de quartz qui sont ensuite broyés jusqu'à obtenir un minerai fin composé de grains de quartz d'environ 2 mm. Pour en extraire l'or, on a recours à des procédés mécaniques comme la table à secousse et la centrifugeuse qui séparent les grains d'or très denses des grains de quartz beaucoup moins denses. Cette méthode ne permettant cependant de récupérer que 40% de l'or total, car l'or fin est difficile à extraire. Certaines sociétés ont alors recours à une méthode chimique, la cyanuration. Dans ce cas, l'or est dissous par le cyanure, duquel il est ensuite séparé par électrolyse. À noter qu'il est possible d'exploiter l'or après érosion naturelle du filon de quartz. On le retrouve alors mélangé au gravier dans le lit des cours d'eau. Celui-ci est alors temporairement dévié, puis on accède au gravier aurifère après avoir retiré la courge d'argile stérile qui le recouvre et qui correspond à un dépôt fin non aurifère. Le gravier est alors lavé à l'aide de jets d'eau puissants destinés à casser les mottes d'argile, puis il est trié sur un sluice. Le sluice est un plan incliné recouvert d'une moquette et de métal déployé. Le minerai est déposé en amont, puis mis en mouvement par un courant d'eau. L'or et les minéraux denses, souvent de couleur noire, seront retenus par la moquette. Un lavage à la battée permet d'affiner le tri. C'est quand même très impactant pour la forêt, une exploitation aurifère. C'est vrai, sur le site d'exploitation, la forêt est retirée, mais tout est fait désormais pour permettre sa réinstallation après exploitation et certaines sociétés y accordent beaucoup d'importance. Le pépiniériste de la SMSE, rencontré à Saint-Élie, nous a présenté les grandes lignes de cette phase de restauration. Après exploitation, le sol a été partiellement érodé et se retrouve appauvri en minéraux. Il est également très sec et ne peut pas, tel quel, accueillir une nouvelle forêt. On commence donc par retenir l'eau dans le sol à l'aide d'hydrorétenteurs, ceux que l'on utilise dans les couches pour bébés. On plante ensuite différentes espèces végétales. Des espèces à grandes racines comme le vétiver qui vont stabiliser le sol, des légumineuses comme le pois sucré qui, grâce à leur association avec des bactéries fixatrices d'azote atmosphérique, sont capables de pousser sur un sol pauvre en minéraux et de ce fait de le réenrichir. Une fois le sol restauré, l'implantation d'espèces indigènes de grande taille se fera naturellement et elles se supplanteront aux espèces pionnières au bout de quelques décennies. Cette considération environnementale est récente et les méthodes de restauration s'améliorent rapidement. Et c'est ainsi que se termine notre présentation. Nous n'avons pas trouvé beaucoup d'or pour être honnête, mais l'essentiel n'était pas là. Nous souhaitions avant tout mieux comprendre la géologie et les méthodes d'exploitation de l'or, afin de pouvoir notamment mieux appréhender les nombreux sujets et débats qui tournent autour de cette question qui anime la société guyanaise. D'où cette vidéo pédagogique destinée à partager notre expérience. Pour terminer, mes camarades et moi souhaiterions vivement remercier les différents intervenants qui nous ont permis de mener à bien ce projet. À commencer par Monsieur Caillot et la Société des Mines de Saint-Élie, Monsieur Mathéus et la compagnie minière Boulanger, Monsieur Euret qui est maître de conférence à l'Université de Guyane, Monsieur Epaï, historien, le Bureau de recherche géologique et minière de Guyane, la Société Eau Plata, l'Association pour la découverte scientifique de Petit Saut et pour finir, la direction du lycée Melchior Garret ainsi que son service de gestion.